Voilà, donc à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose pendant une vingtaine de minutes, avec un titre que vous voyez devant vous, comment basculer ces cours en hybride, qui est une question à laquelle on ne va pas forcément apporter des réponses détaillées, mais qui feront partie de l'atelier juste après, puisque nous allons co-construire des solutions à ce problème. Eh bien, je vous propose de vous inviter à partager quelques expériences qui arrivent dans ma classe renversée, même si parfois à des moments elle est inversée ou renversée. Et comme vous le voyez déjà sur ce premier dessin de Charles Hénin, à chaque fois la problématique de se dire que fait-on en présentiel, que fait-on à distance. Vous allez le voir, il y a des choses qui sont possibles en présentiel mais qui ne marchent pas du tout à distance, que vos élèves soient confinés ou pas. Et inversement, il y a des types d'exercices ou de situations qui fonctionnent très bien à distance, mais pas forcément en présentiel. Alors, sans critiquer les enseignants, nous sommes nous-mêmes des enseignants, on remarque que la majorité des cours se passent souvent de la manière suivante, hein, c'est du transmissif. Ça ne veut pas dire que les profs ne mettent pas leurs élèves en activité, mais il y a un très grand pourcentage de cours qui sont du transmissif et les étudiants écoutent plus ou moins bien selon leur intérêt. Cette partie-là de transmission qui souvent est reliée à une autre injonction, c'est-à-dire de dire aux étudiants, ben, comprenez un peu ce que je vous raconte en cours, prenez des notes, posez-moi des questions en cours, et puis travaillez chez vous, parce que le jour d'examen, quand même, je vais vous interroger, il y aura des copies, des devoirs surveillés ou autres. Cette partie-là, on peut la passer en distanciel, donc c'est sûr qu'on sait le faire en classe, on peut la passer en distanciel, on peut faire un cours magistral en ligne, mais est-ce que ça se fait de manière aussi facile ou pas, à voir juste après. Et puis, il y a des innovations pédagogiques, notamment les classes renversées ou inversées, que Nathalie et moi pratiquons, dont le but est pas forcément d'augmenter le niveau des élèves, pas forcément de vérifier un petit peu leur classement les uns par rapport aux autres ou d'éviter du décrochage, mais donc clairement, l'un des objectifs est d'augmenter l'interactivité entre les élèves. Donc si nous créons des séances de travaux coélaboratifs, c'est parce qu'on a envie que nos étudiants ne soient pas en cours juste pour écouter un peu ce que le prof raconte, mais pour aussi provoquer un dynamisme entre eux. Et puis, je ne vais pas appeler ça de l'apprentissage par les pairs, mais on s'en approche un peu. Donc, en classe, en présentiel, on peut très bien utiliser des tableaux, travailler avec des ordinateurs. Et vous voyez, dans une classe en présentiel, vous pouvez décider de transformer votre cours magistral, je ne vais pas dire en travaux pratiques ou en travaux dirigés, mais quand même en utilisant des exercices que l'on trouve d'habitude plutôt dans des modes de travaux pratiques et travaux dirigés et pas de cours magistraux. Donc, on peut faire de la classe renversée comme dans mon cas où les étudiants vont construire le cours eux-mêmes, mais on peut faire des classes inversées où les étudiants travaillent sur des supports que vous leur transmettez. Là aussi, ça peut se faire peut-être en distanciel, mais avec, je dirais, vous allez le voir, une gestion du temps ou des équipes un peu différentes. En tout cas, dans une classe en présentiel, on peut déjà observer différents types de postures, étudiants ou élèves. On peut aussi introduire le numérique et on peut introduire le distanciel dans la classe. Ici, par exemple, vous voyez, mes étudiants vont co-construire le cours. Ils sont dans ma classe, dans le Learning Lab, par exemple, mais ils utilisent des ordinateurs, leur téléphone, ils sont connectés. Donc vous pourriez me dire, tiens, votre classe est entièrement en présentiel, ok, mais j'ai introduit du distanciel dans la classe, puisqu'ils peuvent, s'ils le veulent, aller sur des ressources, bibliothèques numériques en réseau, site internet. Là, on les incite à trier avec discernement. D'ailleurs, ils utilisent aussi des ouvrages. Et même très récemment, très récemment, c'était avant le premier confinement. Moi, j'ai eu des premiers étudiants qui étaient dans l'Oise, dans le nord de Paris, et qui ont été confinés une semaine avant nous, au mois de mars. Et je me souviens que l'un de mes derniers cours en présentiel l'année dernière, j'avais 3 étudiants qui étaient en ligne chez eux, déjà confinés, et qui ont co-construit le cours en utilisant leur téléphone et leur tablette, alors que leurs camarades de classe étaient en présentiel. Je travaille avec des classes de 50 étudiants.
Alors, dans ma classe, comme dans celle de Nathalie, à des moments donnés, l'étudiant devient le prof. Donc, l'étudiant peut aller au tableau et peut faire des présentations. D'ailleurs, je suis sûr que vous le faites aussi vous-même dans vos propres classes, sans demander à l'étudiant ou l'élève de devenir un prof. Vous m'excuserez d'utiliser souvent le mot étudiant parce qu'on est formaté université, mais entendez aussi l'élève, hein, donc dans des classes de collège, lycée, primaire, hein, pas seulement l'université. Souvent, on peut demander à des élèves de présenter une diapo un projet, de présenter un travail de groupe. Moi, la différence, c'est que dans ce cas-là, les étudiants font le cours. C'est-à-dire que les 2 étudiants que vous voyez ici sur ce dessin sont en train de m'expliquer comment fonctionne une bactérie, mais je leur ai pas demandé, de travailler sur la bactérie. Ils ont co-construit en équipe, ils ont écrit eux-mêmes le chapitre qui correspond au fonctionnement de la bactérie. Si vous êtes un prof d'histoire géo, vous pouvez imaginer de demander à 2 groupes d'élèves. L'équipe 1, expliquez-moi pourquoi Napoléon a gagné à Austerlitz, et l'équipe 2, expliquez-moi pourquoi il a perdu à Waterloo. Et donc, vous les faites travailler, puis après, on peut croiser la production. Donc les étudiants, c'est assez facile de leur faire présenter des travaux en classe, mais c'est beaucoup plus difficile en ligne. Aujourd'hui, quand j'interroge des enseignants qui ont fait de la continuité pédagogique et que je leur demande quel est le pourcentage de temps que vous avez consacré à faire le cours en ligne et quel est le pourcentage de temps que vous avez laissé à vos élèves pour faire le cours, c'est-à-dire que vous êtes en Zoom, en Teams ou en d'autres plateformes, et ce sont les élèves qui vont utiliser 5 minutes pour partager leur écran et faire le cours, eh bien c'est vraiment marginal. Alors que c'est peut-être une piste à creuser. Quand on est en présentiel, on utilise aussi, par exemple, des méthodes un peu différentes. Moi, j'utilise aussi, comme Nathalie, les cartes mentales, notamment, par exemple, quand mes étudiants construisent les chapitres. Donc, c'est eux qui vont construire et faire des propositions. Donc, si je leur dis, par exemple, le chapitre 5, vous allez m'expliquer dans le chapitre 5 comment fonctionnent les virus. Ben, il y a au moins 3 ou 4 façons différentes de faire un plan. Eh bien, on utilise les cartes mentales pour construire ces plans. Mais on peut aussi utiliser des cartes mentales ou des représentations graphiques pour faire des exposés. J'ai un collègue, par exemple, qui enseigne dans la banque, la finance. Voyez le point d'interrogation au milieu du schéma. Il pourrait demander à ses élèves, expliquez-moi les conséquences du Brexit au Royaume-Uni. Et puis chacune des flèches que vous voyez pourrait partir dans une direction. Les conséquences du Brexit au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, au niveau de ce que vous souhaitez. Donc on peut ramifier un petit peu comme ça des présentations. Aujourd'hui, c'est possible de faire ces travaux-là en ligne. Il existe des logiciels, des cartes mentales sur des plateformes de type Xmind ou autres, à voir un peu si elles sont trop sophistiquées ou pas. On peut aussi demander aux élèves de les co-construire de manière écrite et puis de les photographier. Moi, c'est ce que font mes étudiants quand ils le veulent. Ils produisent des représentations, je dirais, imagées et ils les transforment en PDF ou en photo et les transmettent. Alors, dans beaucoup de pédagogies innovantes en classe, on utilise ce qu'on appelle soit les tableaux tournants ou les dossiers tournants. Par exemple, vous pouvez demander à chaque étudiant par groupe, chaque groupe, de travailler sur un chapitre. Donc moi, par exemple, dans ma classe, il y a à peu près 7 à 8 chapitres à construire. Eh bien, chaque semaine ou tous les 15 jours, les étudiants construisent des chapitres et peuvent les passer au groupe d'à côté. Donc, on peut imaginer que par groupe, des élèves enrichissent un travail qui a été fait par un autre groupe. Ou alors, on peut l'utiliser pour des interrogations, des contrôles continus. Donc moi, ça m'arrive de faire des contrôles continus, par exemple d'une heure ou d'une demi-heure, où je pose une question à 6 groupes d'élèves. Ils commencent à répondre à la question en utilisant des tableaux. Et toutes les 3 minutes, on fait des rotations et on demande aux étudiants de continuer à répondre à la question, mais en complétant la réponse qui a été commencée par un autre groupe. Et là, vous comprenez que je détourne un peu l'exercice d'évaluation en le transformant en un exercice de production du cours.
Donc, il y a beaucoup de variantes, hein, donc ce que j'appelle les tableaux tournants, les dossiers tournants, les dossiers enrichis. On a une boîte à outils assez variée, hein, de ces méthodes. Et il ne s'agit pas pour vous de vous dire ah tiens, cette méthode, elle est intéressante, je peux la copier-coller, mais plutôt de vous en inspirer. Et ces façons de faire des dossiers un peu rotatifs avec des rotations et des enrichissements, ça peut s'adapter à beaucoup d'exercices différents. Ensuite, les étudiants, et c'est le cas de vos élèves, je pense, sont amenés des fois à faire des présentations, soit une présentation au groupe. Donc ça m'arrive, moi, de demander à des étudiants de présenter leurs travaux à toute la classe, ou alors de demander à un groupe 1 de présenter ce qu'il a préparé au groupe 2. Donc on n'est pas toujours obligé de faire des présentations en plénière avec ses élèves, on peut le faire à distance. Alors, le moment où des élèves vont au tableau et font des présentations, c'est toujours compliqué parce que si vous avez par exemple 5 ou 6 groupes d'élèves, ben, on est très attentif au premier, un peu moins au deuxième, et puis à partir de la troisième présentation, plus personne n'écoute, soit parce que les élèves se fatiguent, ou alors parce qu'ils ne sont pas encore passés au tableau. Donc ils sont en train de préparer et de continuer, de profiter du temps pour peaufiner leur présentation. Ce temps de présentation, quand on le fait en ligne, à distance, c'est plus compliqué parce que on sait très bien qu'on peut maintenir son attention dans une classe pendant 15 à 20 minutes. Si c'est un élève qui est au tableau, des fois c'est un peu moins, hein, ça peut être 5 ou 6 minutes. Mais par contre, quand on est en distanciel, c'est plus compliqué. La gestion du temps est différente. Je vais y revenir juste après. Donc, si vous demandez à des élèves de présenter des résultats ou des dessins ou des schémas en ligne, donc vous êtes sur une plateforme, eh bien, il faut travailler sur un format qui est un peu plus compliqué. Ici, vous avez un étudiant qui a l'air de chanter devant un tableau. En fait, c'est un mode de présentation que j'appelle le karaoké. Je demande, pour le résumer, à l'étudiant du groupe 1 d'essayer de présenter le travail du groupe 2. Donc, il découvre en même temps le schéma qui a été préparé par une autre équipe. Il se débrouille comme il peut. Et l'équipe qui a préparé le support va corriger, compléter. Donc, vous avez un élève pendant 1 à 2 minutes, pas plus, qui essaye de se débrouiller devant les autres en expliquant ce qu'il comprend du schéma d'une autre équipe. C'est pour ça que j'ai appelé ça le karaoké, comme s'il chantait sur la chanson d'une autre personne. Vous avez l'équipe qui a constitué le travail qui va compléter, et puis vous avez les élèves, les autres qui vont poser des questions. Donc ça me permet, quand je fais ça, d'avoir un quart d'heure de travail avec une attention très forte, et en même temps 3 temps. Donc pendant un quart d'heure, il y a 3 temps. Présentation, on complète et on pose des questions. Et je m'aperçois en faisant ça que j'arrive à obtenir presque 100% d'attention lors de mes exposés, qui se transforment d'ailleurs en temps d'échange. Alors que d'habitude, quand c'est un exposé juste pour dire voilà ce qu'on a fait, on perd de l'attention. Ça, c'est un autre exemple que j'ai appelé trouver l'erreur. C'est assez compliqué avec des élèves, mais j'arrive à le faire. Moi, je le pratique personnellement. Je dis aux étudiants, voilà, on va vous expliquer quelque chose pendant 10 minutes, mais lors de ces 10 minutes, il y aura 2 erreurs dans l'exposé, 2 choses qui seront fausses et qu'on a introduit sciemment. Et un peu en gamification, c'est à vous de trouver ce qui est faux. Par exemple, je vais leur expliquer comment fonctionne le virus de la grippe, pour prendre celui-là, moins connu en ce moment. Et puis, au moment d'expliquer le fonctionnement du virus de la grippe, il y a 2 éléments faux et ils n'ont pas la réponse. C'est à eux de travailler en équipe pour la retrouver. Et ils la retrouvent en général. Voilà, donc quelques exemples de choses qui se sont passées et qui se passent depuis 7 à 8 ans dans nos classes inversées, renversées. Il y a aussi ce qu'on appelle les classes mutuelles, il y a les classes flexibles, il y a les classes puzzle, il y a énormément d'adjectifs, mais quand vous les regardez toutes, ça ressemble à ce qu'on appelle des classes collaboratives, et il y a beaucoup de points communs entre elles. Mais tout ça, ça a été perturbé il y a presque 1 an maintenant, avec l'arrivée de ce fameux coronavirus. Petit clin d'œil, virus qui fait partie de mon cours. Donc dans mon cours de génétique, j'enseigne le coronavirus depuis 17 ans déjà, et c'était amusant parce que les 16 dernières années, mes étudiants ne retenaient jamais le nom de ce virus, comme s'il était compliqué. Alors que maintenant, non seulement ils connaissent par cœur le nom du virus, mais même leur petit frère, leur petite sœur, toute la famille est capable d'expliquer ce que c'est que le SRAS et la Covid. Donc, il a fallu passer à distance. Et ça, c'est arrivé chez vous, hein, dans vos lycées, c'est arrivé dans les collèges, ce qu'on a appelé la fameuse continuité pédagogique. Et pendant cette continuité pédagogique, ce qu'on a vécu,
et ce que d'autres pays vivent de manière intense, hein. En ce moment, on travaille avec des lycées français au Liban. Depuis le mois de mars, beaucoup de profs n'ont pas vu un seul élève depuis le mois de mars et exactement l'inverse, énormément d'étudiants n'ont plus vu un prof depuis le mois de mars. Et donc, il faut travailler entièrement à distance. Et la personne que vous avez sous les yeux ici, qui a l'air bien embêtée, ben ça peut être à la fois l'élève qui se dit mais moi je ne sais pas utiliser ces outils, comment je peux faire? Mais ça peut être aussi l'enseignant. Il y a des enseignants qui pour la première fois se retrouvaient devant ces fameuses plateformes. Là aussi, c'est intéressant de se dire que quand on regarde un peu 8 mois à 9 mois plus tard, mes collègues et moi, on est capable aujourd'hui d'utiliser 7 à 8 plateformes différentes, alors qu'au mois de février de cette année, on n'en connaissait au maximum qu'une. Donc, il y a la difficulté de s'adapter à l'outil à distance, et je ne parle même pas des difficultés de flux, de connexion, de matériel. Quand vous avez les parents qui font du télétravail, les frères et sœurs qui sont aussi sur l'ordinateur, donc il y a des difficultés. Donc une des questions aujourd'hui, c'est de se dire comment on peut être efficace à la fois pour enseigner à distance. Bon là, vous avez à droite de l'écran un élève confiné, mais demain, il peut très bien être à distance et non confiné. Donc vous pourriez avoir des élèves qui sont dans des salles de travail, en bibliothèque ou en groupe, pas forcément isolés chez eux, et puis d'autres en présentiel qui travaillent en collaboratif. La première chose qu'on observe, et je pense que vous serez d'accord avec moi, la première difficulté, peut-être juste derrière la technologie, c'est la gestion du temps. C'est pas possible de copier-coller 1 heure de cours en magistral avec 1 heure de cours en plateforme. Si, on va réussir à le faire 1 heure. Donc au début, si vous aviez 1 heure de grammaire, 1 heure de mathématiques ou 1 heure de droit en magistral, on peut en faire 1 heure en ligne. Mais vous vous rendez vite compte qu'au bout du 4e, 5e ou 6e cours, les élèves décrochent. Le prof, lui, il peut se faire une pause, mais l'élève qui est passé d'un cours et qui passe au cours suivant, ben, c'est compliqué. Donc on s'aperçoit qu'en ligne, à distance, il devient nécessaire de découper ces interventions. Alors qu'un prof habituellement peut faire cours 1 heure en parlant, eh bien en ligne, peut-être qu'il faut faire 3 fois 20 minutes avec des séquences différentes. Et peut-être même que plutôt que de faire 1 heure de cours en distanciel, on pourrait se dire, tiens, je vais faire que 20 minutes ou 30 minutes, un peu plus efficace. Les élèves ne sont connectés que 30 ou 35 minutes, et le temps qui vous reste, peut être utilisé à autre chose, ou en tout cas pas forcément en connectant les profs et les élèves par écran interposé. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler introduire un dynamisme, une sorte de séquençage, et pas juste envoyer des blocs comme ça d'1 heure. D'ailleurs, très clairement, dans beaucoup d'établissements, on a très vite demandé aux enseignants d'arrêter de faire des cours d'1 heure comme ça, complets, et de faire des cours de temps plus réduits, d'espacer, parce qu'on s'est rendu compte que à gaver les élèves comme ça à distance avec ces outils, ben, ça devenait non productif. Enfin, pour terminer, il y a la partie évaluation. Donc, moi déjà en classe, j'avais, aboli la note sur 20. Donc j'avais transformé ma note sur 20 en une évaluation, en utilisant des points, en utilisant des scores, avec des méthodes un peu différentes que juste, enlever des points quand il y a des erreurs, et donc j'ai continué à le faire en ligne. Donc ça, par exemple, ça ne m'a pas posé, de problème, de pouvoir continuer à évaluer la production de mes étudiants, en groupe, ce qu'ils produisent, de les payer entre guillemets avec une évaluation, avec des points ou des scores, qu'ils soient en présentiel ou en ligne. Par contre, ce qui m'a posé problème, c'est que je donne des notes collectives. Donc, dans mon cours, il y a une évaluation qui est essentiellement collective. Je note les groupes. Bien sûr, je fais des différenciations au niveau individuel, mais quand je note des groupes, il y a dans chacun de mes groupes celui que j'appelle très gentiment, avec beaucoup de bienveillance, le passager clandestin, c'est-à-dire celui qui profite de la dynamique du groupe pour avoir une bonne note. Et donc, pour éviter ce que les élèves prennent comme une injustice, de me dire, monsieur, on a un 14 sur 20, mais enfin, Clément ou Mathilde ne contribuent pas vraiment au travail de groupe, eh bien, j'avais mis en place depuis 7 ans un test d'auto-évaluation pratiqué avec mes étudiants,
que je croisais avec ma propre évaluation de leur travail, et ça me permettait chaque année, sur 50 élèves, dans une classe de 50 élèves, de repérer très facilement 4 à 5 passagers clandestins. Et ça, je n'ai pas pu le faire à distance, parce qu'à distance, le test que j'utilise, qui est adapté d'un test d'entreprise, qui s'appelle le 180 degrés, enfin vraiment très adapté, ce test fonctionne en présentiel, mais pas du tout à distance. Donc l'année dernière, au mois de mai-juin, pour repérer mes passagers clandestins et donc affiner mes notes, les notes individuelles par rapport au groupe, j'ai dû inventer, utiliser une autre méthode. Voilà, donc pour terminer vraiment cette présentation, que j'ai essayé la plus courte possible, il y a quand même des mots, des termes qui sont importants. Vous ne pouvez pas innover, vous ne pouvez pas transformer vos pédagogies, vous ne pouvez pas non plus faire de l'hybridation intelligente entre le présentiel et le distanciel si vous ne faites pas confiance aux élèves. Donc la confiance, c'est quelque chose qui est incontournable. L'enseignant doit faire confiance en ses élèves, les élèves font confiance à l'enseignant, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que ce qu'on appelle les bons élèves, ceux qui ont des bonnes notes, qui ont une certaine habitude, si vous changez certaines règles, même en distanciel, et que leurs notes diminuent, ils peuvent perdre une certaine confiance en pensant que vous avez changé les règles du jeu. Et puis la confiance, c'est aussi celle que l'enseignant a en lui-même. Vous devez avoir quand même confiance en vous pour tenter des choses. Et puis les élèves, si vous les faites travailler ensemble, doivent aussi avoir confiance en eux. Le deuxième terme important et qui est incontournable juste avec la confiance, c'est oser. Oser expérimenter. Donc n'imaginez pas d'avoir la recette miracle du cours innovant, du cours interactif le meilleur possible ou de l'hybridation présentielle-distancielle la plus performante. Elle sera performante que si vous la construisez chez vous, avec vos propres outils, dans votre propre contexte et en expérimentant. Donc si demain matin ou dans 3 jours ou 3 ans ou 6 mois, on discute ensemble et que vous m'expliquez que votre pédagogie présentielle, distancielle fonctionne, ça m'étonnerait qu'elle fonctionne du premier coup. Il faut oser, des échecs, on tombe, on remonte, on tombe, on remonte. C'est ce qu'on appelle le test and learn. Donc Nathalie qui anime cet atelier avec moi le sait très bien, comme je le vis aussi. Si vous passez dans nos classes et que vous remarquez des exercices qui fonctionnent bien, ben dites-vous que 6 mois avant, l'année d'avant, ils ne fonctionnaient pas forcément de la même manière et qu'on les perfectionne au fur et à mesure, notamment grâce aux élèves. Après, il se passe aussi un troisième cas qui est important. Alors, c'est plus facile à dire dans l'enseignement supérieur qu'en lycée-collège ou si vous préparez des élèves à un examen. C'est ce que j'ai appelé aussi la maladie ou le problème de la programmite, c'est-à-dire de se dire qu'on doit absolument faire le programme à 100%. Bien sûr qu'on doit faire un programme à 100%, mais si au bout de 60%, ils ne comprennent plus rien, si l'outil vous empêche de transmettre autant de connaissances en distanciel ou en présentiel, d'ailleurs c'est l'inverse parfois, vous pouvez imaginer qu'en distanciel, de leur envoyer tellement d'informations avec des annexes que vous avez fait tout le programme, alors qu'en présentiel, on peut imaginer de les faire interagir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements qui sont tentés de faire des classes inversées en disant on va faire la partie cours et la documentation, les annexes en distanciel, avec des cours et des capsules, et en présentiel, on fera de l'exercice ou du travail d'application. Mais je dirais, ça peut dépendre aussi des matières. On ne peut pas inverser, renverser et faire plus ou moins le programme quand on a des matières où il y a des acquis progressifs attendus. En mathématiques, par exemple, je prends un exemple, ou d'autres matières comme la biologie, où moi, ça peut m'arriver que des élèves ont parfaitement compris comment fonctionnent les virus, mais sont incapables de m'expliquer comment fonctionnent les bactéries. Alors qu'en mathématiques, si un élève ne sait pas multiplier, diviser, soustraire ou autre, il aura des difficultés à rentrer dans des fonctions plus complexes. Voilà, ce dessin qui est l'un des derniers est aussi vraiment important parce que on essaye de mettre les élèves en position d'activité. Il y a le fameux do it yourself, fais-le toi-même, parce que on fait bien les choses par soi-même et les étudiants retiennent mieux quand ils travaillent par eux-mêmes, mais on préfère de plus en plus ce qu'on appelle le do it with others, c'est-à-dire plutôt fais-le par toi-même mais avec les autres. Autrement dit, comment on rend les élèves acteurs de leurs apprentissages pendant le cours magistral de manière à ce que ça soit performant. Alors,
Souvent, les profs disent: Mais ça, c'est pas le cours magistral. Le cours magistral, c'est le prof fait son cours et tout ce que vous expliquez là d'activité, de collaboration, ils ont bien le temps de le faire, dans les travaux pratiques, les exercices, les stages et autres. Mais l'innovation pédagogique, je pense qu'elle nécessite quand même d'introduire ces dynamiques de travaux dirigés, travaux pratiques, jusque dans le cours magistral. Voilà. Et pour ne pas donner l'impression non plus qu'on oppose un enseignement académique qui serait dépassé, hein, à un enseignement collaboratif qui serait innovant, j'aime bien ce dessin qui montre la complémentarité. Autrement dit, il n'y a pas plus de gens qui ont raison à droite qu'à gauche. Quand vous êtes en travail coélaboratif et que vous intéressez vos élèves en cours avec une dynamique, eh bien, vous remarquez qu'ils ont envie d'avoir du magistral. Autrement dit, si vous faites travailler les élèves en collaboration, ils vont être beaucoup plus demandeurs de cours magistraux classiques, académiques, mais plus forcément 3 heures de cours d'affilée, 10 minutes, 15 minutes, des focalisations. Ce qui fait que vous avez des allers-retours entre l'enseignement classique et l'enseignement plus collaboratif. Donc, quand on parle d'hybridation, et c'est vraiment ça que j'aimerais que vous reteniez de ces 20-25 minutes d'échange, quand on parle d'hybridation, on ne parle pas seulement de présentiel et de distanciel, on parle aussi d'académique et d'innovant, on parle aussi de travail individuel et de travail collectif, et c'est vraiment ce que j'appelle de la complémentarité. Donc l'hybridation, c'est tout sauf une opposition, et c'est tout sauf une réplication. Autrement dit, si vous faites un cours magistral au tableau et que vous faites le même cours magistral avec une plateforme Zoom, c'est pas une hybridation, c'est une transposition ou une réplication. Voilà, donc ce que je vais vous proposer maintenant, et je vais arrêter l'enregistrement dans quelques secondes, c'est qu'on puisse poursuivre un peu en mode collaboratif. Donc dans la deuxième partie de l'atelier, on va vous répartir en équipes et de manière aléatoire. Donc, ce que Nathalie et moi vous proposons, c'est que nous allons vous répartir dans des salles et pendant 10 minutes, et nous allons vous poser une question qui va arriver juste après mon exposé, en sachant que je pourrais vous donner un peu forcément ce PowerPoint avec les liens, ce que vous avez peut-être déjà, mais qui vous permettrait d'avoir des informations plus dans le détail, parce que c'est pas en 20-25 minutes que je peux rentrer dans le détail de ces différents outils que j'ai partagés avec vous. Voilà, donc je vais arrêter la présentation. Je retrouve un peu la plénière et est-ce que c'est OK? Est-ce que tout le monde a pu, ah, l'enregistrement n'est pas coupé, donc il faut que je retrouve le bon bouton, mais je vais me débrouiller.